Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Je vous raconte aujourd'hui une enquête criminelle de 1997. L'enquête sur la mort de Freddy Cavana, à Épagny, en Haute-Savoie. Je vous en ai raconté des histoires. Mais celle-là est unique. Elle est incomparable. Cet homme que l'on va retrouver mort dans un instant, ce Freddy, ils s'y sont pris à 3 fois pour le tuer. Et la première fois, ils ont essayé de l'empoisonner avec du venin de grenouille. Oui, monsieur, c'est la première fois que je vois ça. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec maître Anne Delzan, du barreau d'Annecy, que je salue. Bonjour maître. Bonjour Christophe. Vous avez défendu, maître, dans ce dossier, l'un des accusés dont je ne donne pas le nom pour l'instant, pour ne pas spoiler, comme on dit, l'issue de cette histoire. Une histoire que j'ai baptisée La Dame de Haute-Savoie. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Dans cette histoire, le début est assez ordinaire. Mais rassurez-vous, la suite l'est beaucoup moins. Le 5 avril 1997, à Épagny, près d'Annecy en Haute-Savoie, au réveil, vers 6h30, une femme de 48 ans qui s'appelle Monique Cavana raconte qu'elle découvre son mari mort devant la porte de son pavillon. Elle appelle immédiatement les gendarmes. « Allô ? La gendarmerie, bonjour. C'est mon mari, mon Freddy. Il s'est fait tuer devant la maison. Venez vite, je suis à Épagny. »« On arrive au plus vite, madame. » Elle a dit « Freddy ?» Mais ce Freddy, les gendarmes voient tout de suite de qui il s'agit. Ce Freddy est connu comme le Loup Blanc. C'est le patron de la boîte de nuit du coin, le Déclic. De son vrai nom, Alfred Cavana, 58 ans. Que les gendarmes découvrent donc devant sa maison, face contre terre, baignant dans son sang. La scène est impressionnante. Quand on retourne le corps, les tripes se font la malle. Il a pris cher, le Freddy. De toute évidence, Freddy a été tué à coups de fusil, du gros calibre, du genre qu'on utilise pour le sanglier. Et ça, on le sait d'entrée, parce qu'il y a 2 douilles près du cadavre. Ce sont des balles à ailettes, dont la vertu est de pénétrer dans le corps et de vriller pour bien déchirer les chairs au passage. Autant vous dire que si ça zigouille en sanglier, sur un homme, ça fait un carnage. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie ratissent les abords de la maison. À part les 2 douilles, ils ne trouvent rien. Pas un mégot, pas un cheveu, pas une trace de semelle. Nada. On a donc retrouvé 2 douilles. Mais au moment de l'autopsie, on s'aperçoit que Freddy a reçu 4 balles au total. 2 dans l'abdomen et 2 dans le dos. Ce qui laisse penser qu'on lui a tiré les 2 premières balles de face et les 2 dernières dans le dos pour l'achever. Si on se met à chercher parmi les chasseurs du coin, il y a du boulot, hein. Il n'en manque pas dans ce coin de Haute-Savoie. Les gendarmes attaquent une enquête de voisinage. Ils vont d'abord chez le voisin d'en face. Bonjour monsieur. Gendarmerie nationale. Avez-vous entendu des détonations cette nuit ou ce matin? Ah bah oui, ça pour les avoir entendus, je les ai entendus. Il était quelle heure? Vers les 6h du matin. Je suis sorti sur ma terrasse pour voir ce qui se passait. Et là, vous avez vu quelque chose, entendu quelque chose? Non, rien du tout. Un autre voisin, en revanche, a regardé par la fenêtre juste après les coups de feu. J'ai vu une voiture qui roulait. Tout phare éteint. Quel modèle vous avez vu? Ah non, j'ai pas pu voir. La couleur non plus, éventuellement l'immatriculation. Ah non, j'ai rien pu voir. Une première réflexion comme ça, après ces 2 premiers témoignages. Ils disent tous les 2 qu'ils ont entendu les tirs à 6h du matin. La femme de Freddy qui dormait dans la maison les a forcément entendus elle aussi. Or elle n'appelle les gendarmes qu'une demi-heure plus tard.
à 6h30. Et pourquoi diable ? Il n'y a qu'à lui poser la question. Monique Cavana est interrogée par les gendarmes. Et elle patauge un peu. Vous savez, Freddy, à cause de la boîte de nuit, il rentre tard. Le déclic, ça ferme à 5h du matin, il rentre après. Généralement, j'entends la clé tourner dans la serrure et c'est ça qui me réveille. Mais ce matin, ça n'est pas ce bruit-là que vous avez entendu. Vous avez entendu des coups de feu. En fait, moi, j'ai entendu des bruits très forts. Mais j'ai pas pensé qu'il s'agissait de coups de feu. Je savais pas ce que c'était, moi, ces bruits. Je me suis demandé si c'était pas un tremblement de terre. Pourquoi pas ? Il y a eu récemment un petit séisme dans la région d'Annecy. Mais alors pourquoi met-elle une demi-heure avant d'appeler les gendarmes ? Quand le bruit m'a réveillé, au début je suis resté dans mon lit. J'avais pas entendu Freddy rentrer. Je l'ai attendu. Et puis comme il rentrait pas, j'ai fini par me lever. J'ai d'abord appelé la discothèque. Ça sonnait dans le vide. Et là, elle dit qu'elle a appelé sa belle-mère pour lui demander si Freddy était chez elle. Elle m'a dit que non. Je l'ai supplié de venir, j'avais entendu ce bruit terrible, j'avais peur. Et c'est quand elle est arrivée, qu'on l'a trouvé devant la porte, mort. Quand vous ouvrez la porte, madame, vous remarquez quelque chose de particulier ? Oui, d'habitude, quand il rentre, il a la caisse de la discothèque dans un panier en osier. Là, il n'y avait pas de panier. Donc, on a possiblement tué Freddy pour lui piquer la recette. Environ 2000 francs en liquide, d'après les évaluations des gendarmes. Ce qui ouvre une piste assez banale. On tue Freddy Cavana pour lui piquer 2000 francs. Même s'il y a un sacré décalage entre nous, entre la vie d'un homme et un butin de 2000 francs. Autre hypothèse, Freddy connaissait son tueur. C'est pour ça que l'autre l'a achevé. Les experts en balistique se mettent au travail. Ils travaillent à partir de la position du corps. Oh, ça n'est pas une science exacte, mais faute de mieux, ça peut orienter l'enquête. Les experts pensent que le tueur attendait Cavana devant la porte de sa maison. Que quand il l'a vu, Freddy a tenté de s'échapper, sa tête est orientée vers un petit cabanon de jardin, elle n'est pas orientée vers la maison. L'autre le rattrape dans sa fuite et il le bute. Si on retient que le mobile du crime est l'argent, la recette de la boîte de nuit, on peut quand même se demander pourquoi le tueur vient l'attendre devant chez lui, avec tous les gens qu'il y a autour, avec sa femme qui est à l'intérieur. Depuis qu'ils sont allés à la boîte de nuit, les gendarmes ont un doute. Elle est isolée, il n'y a pas de voisin immédiat. C'était là qu'il fallait le tuer. Puisqu'on parle de la boîte de nuit, le déclic, est-ce que ça n'est pas là-bas que se trouve l'explication du meurtre ? C'est toujours un peu chelou, une boîte de nuit. Ça attire les marlots. D'abord, est-ce qu'elle marche, cette discothèque ? Eh bien, ma foi, pas mal. On dit que des clients viennent de Suisse et même de Lyon. La clientèle est assez diversifiée. Il y a des kidams, il y a des notables, il y a quelques élus locaux, quelques voyous aussi. Freddy a hérité cette boîte de son père. À l'époque, c'était un cabaret, chez Amédée. Le fiston en a fait un lieu incontournable. Ça peut faire des jaloux, ça. Et puis, on raconte que dans son établissement, Freddy est un homme à poigne, auquel il vaut mieux éviter de se frotter. Alors, est-ce que l'assassin n'est pas un employé ? Ou un client ? On raconte aux gendarmes une scène qui a lieu 15 jours avant le drame. Une bagarre entre gitans. Oh, fallait voir, C'était quelque chose, Il a sorti son fusil, Sinon, il serait jamais parti. Vous dites sorti. Il s'en est pas servi. Non. Mais il a dû montrer qu'il en avait un, quoi. Les gars ont fini par partir. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, en perquisitionnant la boîte de nuit, le déclic, les gendarmes ont trouvé ce fusil, caché derrière le comptoir et chargé. Ça ouvre une piste. Il va falloir aller voir ces gitans. Il va falloir aussi se rencarder sur sa vie privée, sur sa femme, sur d'éventuelles maîtresses.
Parce que tout de même, c'est bizarre que sa femme Monique n'appelle qu'à 6h30 alors qu'elle entend les coups de feu à 6h. Elle s'est expliquée là-dessus, vous vous souvenez? Mais c'est à moitié convaincant, non? Quand elle dit qu'elle entend un bruit qu'elle n'identifie pas comme des coups de feu. Elle est sourde ou quoi, la Monique? Et là, il faut que je vous présente Monique. Ça vaut le détour. Ah, c'est une belle femme, Monique. Vous savez comment les clients du Déclic l'appellent, entre nous? L'Ovamour. Il faut dire qu'elle a fait les beaux jours de son chirurgien esthétique, hein. D'après ce que disent les gens qui sont des langues de pute, Alfred disait que sa femme lui avait coûté en chirurgie esthétique le prix d'un bel appartement à Paris. Et un coup de bistouri par là, et une injection par-ci, et un décolleté, wow, et les jupes, ras la touffe. L'Ovamour de Haute-Savoie. Et déjà qu'elle avait 10 ans de moins que lui à côté, c'était un petit vieux qui commençait à avoir des petits problèmes de santé. Et d'après ce qu'on dit, il y avait du mou dans la corde à nœuds. Le couple n'allait pas très bien. Il paraît qu'ils étaient sur le point de divorcer. On vérifie ça. Et c'est vrai. Quelque temps avant le meurtre, ils sont allés chez un avocat. Maintenant, plus besoin de divorce. Freddy est mort. Les gendarmes interrogent le DJ du Déclic, qui leur en raconte une bien belle. En vérité, une demi-surprise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise que Monique avait un amant? Ah ben, je vous le dis. Elle avait un amant. Un amant. Sacré Lovamour. Et donc les gendarmes retournent voir la Monique. Ça commence à sentir le crime passionnel. Bonjour, Madame Cavana. On peut entrer? Je vous en prie. Madame Cavana, on a appris que vous aviez un amant. Il faut tout nous dire, vous savez. C'est vrai, je vous en ai pas parlé, mais... Oui, j'ai un amant. Mais vous savez, Alfred était au courant, hein, pour nous. Entendu. De qui s'agit-il? Nom? Adresse? Activité? Il s'appelle Joseph. Joseph Michalek, il a 28 ans. Tout le monde l'appelle Yoko. Il est yougoslave d'origine. C'est un ancien légionnaire. Tenez, voilà son adresse. Et comment l'avez-vous rencontré, ce Yoko? Au Déclic, il y a 3 ans. Mais vous savez, j'ai quand même tout fait pour sauver mon couple, hein. Et là, la Monique se met à raconter que récemment, avec Freddy, ils sont allés en vacances à Cuba, et que ça s'est bien passé. Et ça s'est confirmé par plusieurs personnes, hein. Quand Monique et Freddy rentrent de Cuba, ça va mieux. Ils sont contents d'être ensemble. Ça fait plaisir à voir. Freddy aurait dit à son frère, « Oh ben avec Monique, c'est reparti pour 20 ans. » Un visionnaire. Et si on l'interrogeait, l'amant, le Yoko? Les gendarmes le placent en garde à vue. Un jeune type, costaud, athlétique, bien foutu, pas le début d'une bedaine, un peu l'inverse de Freddy, quoi. On comprend pourquoi elle l'a choisi. Et à l'aise avec ça, hein, pas du tout l'air impressionné. Où était-il la nuit du crime? Bah, j'étais avec un copain, Tony. On a fait la tournée des bars à Annecy. Vous pouvez vérifier, hein. Je pense que beaucoup de gens nous ont remarqué. Et à quelle heure êtes-vous rentré? Vers 6h du matin. Il a un alibi. Et cet alibi tient puisque plusieurs témoins confirment avoir vu les 2 amis ensemble en ville jusqu'à 6h du matin. Et bien sûr, les gendarmes interrogent le copain Tony. Ils lui demandent de raconter sa soirée. Où ils sont allés, combien de temps, qui ils ont vu. Et les gendarmes sont troublés. Le type raconte presque mot pour mot la même histoire que Yoko. Les mêmes détails, les mêmes anecdotes. Un vrai perroquet. Donc, petite lumière rouge qui s'allume dans la tête des gendarmes. Est-ce que ces deux-là et leurs copains ne nous racontent pas des salades?
Pour autant, il n'y a pas matière à garder Joseph Michalek plus longtemps en garde à vue. Au bout de 20 heures, il est libéré. C'est plus prudent, hein. Au cas où, les gendarmes se gardent 28 heures de garde à vue sous le coude. À mon avis, ils n'en ont pas totalement fini avec Yoko. Mais à côté de ça, dans leur tête, les gendarmes ont gardé une petite place pour Monique. Et si c'était elle? Pam, 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 à moi la belle vie, avec Yoko. Et là, il faut que je vous raconte les obsèques du pauvre Freddy. Madame est arrivée en retard, figurez-vous, en retard à l'enterrement de son mari. Et elle est allée s'installer au fond de l'église, pas devant, où était sa place. Au fond, le dernier banc. Les gendarmes ne l'ont pas quitté des yeux. Elle n'a pas versé une larme, pas un sniff-sniff dans un mouchoir, rien. Les yeux secs, et avec ça très distante avec sa belle famille. L'idiote, elle est en train d'attirer les soupçons sur elle. Là-dessus, un témoin se manifeste, un détective privé nommé Jean-Michel Virzy. J'ai appris par les journaux qu'Alfred Cavana avait été abattu. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous voir parce que Freddy, c'était mon client. Il m'avait demandé de suivre sa femme. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois. Il tombe bien, celui-là. Et alors? Alors il confirme l'existence de l'amant, Yoko, qui était plus qu'un amant de passage, hein. Elle le voyait tout le temps. Il raconte que quand il a appris ça, Freddy a eu peur de perdre sa femme. Il était à cran. Il est devenu agressif. 15 jours après le meurtre, l'enquête rebondit grâce à la téléphonie. Les gendarmes ont étudié la fadette de Joseph Michalek. Et 2 appels les intéressent. Un appel que Yoko reçoit la veille du meurtre et un autre qu'il reçoit 2 heures après le meurtre. Ces 2 appels viennent d'une même cabine téléphonique située à la gare de Lyon-Part-Dieu. Ça ressemble à quelqu'un qui prend des ordres et qui rend compte. Qui? Le type qui a appelé de cette cabine a commis une erreur, une grosse erreur. Quand il a raccroché avec Yoko, il a appelé un autre numéro, à Rouen, une femme, à qui les gendarmes rendent une petite visite. Bonjour madame, gendarmerie. Nous aurions 2 ou 3 questions à vous poser, on peut entrer? Je vous en prie. Voilà madame. Vous avez reçu le 4 avril dernier un appel téléphonique en provenance d'une cabine de Lyon. Ben oui, c'était mon fils, Arnaud. Arnaud Thévenin, 28 ans. Légionnaire lui aussi. C'est là qu'ils se sont connus avec Yoko. Mais il a un portable, ce garçon. Pourquoi diable est-ce qu'il n'utilise pas son portable pour appeler son copain et ensuite sa maman? Là-dessus, les gendarmes découvrent que le jeune Arnaud Thévenin a loué une voiture à la gare de Lyon-Part-Dieu la veille du meurtre. Voiture qu'il a rendue le jour du meurtre, en fin de matinée. Et si c'était la voiture que le voisin de Freddy voit rouler juste après le crime, tout phare éteint. En garde à vue, monsieur Thévenin. Les gendarmes vont l'arrêter à la caserne de la Légion à Castelnaudary. Et d'entrée, il se couche. Je l'ai tué. Je l'ai tué parce que c'était une saloperie. Voilà un garçon qui assume. Et il le redit chez le juge d'instruction. Ouais, c'est moi qui ai tué Freddy Cavana. J'ai pensé à fuir. Mais quelque chose en moi m'en empêchait. Et je me disais, faut que je me fasse arrêter, quoi. Faudra que je paye pour ce que j'ai fait. Un assassin qui a une morale. C'est rare. Mais c'est la suite qui est intéressante. On m'a payé. On m'a payé pour tuer Cavana. On vous a payé. Qui, monsieur? Sa femme, Monique. Et
Et Joseph Michalek? Eh ben dis donc, il raconte que le marché remonte à il y a 1 an. Yoko lui a proposé un contrat pour 30 000 francs. Je te donne 30 000 pour assassiner un sale type, un mafieux, un mauvais. Ça te va? Ah non, non. Pour 30 000, je le fais pas. Mais pour 100 000 francs, d'accord. 15 000 euros. Et là, accrochez-vous, c'est du lourd. Thévenin raconte qu'au début, ils ont pensé utiliser un poison pour se débarrasser de Freddy. Un poison rare et indétectable, du venin de grenouilles d'Andropates. Des petites grenouilles bicolores dont Thévenin a découvert la toxicité lors d'une mission en Guyane. Vous n'allez pas le croire. Arnaud Thévenin est allé acheter 2 grenouilles d'Andropates dans un magasin exotique à Paris. Et il les a portées à son copain Joseph Michalek. Et Monique, la Lauve-Amour de Haute-Savoie, a frotté la brosse à dents de Freddy sur le dos de la grenouille. C'est la scène burlesque de cette histoire de fou. Et ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les grenouilles d'Andropates ne sont vénéneuses qu'à l'état sauvage, en Guyane, via les insectes qu'elles ingurgitent. En élevage à Paris, elles sont inoffensives. Sinon, je ne vous aurais pas donné la recette. Et après cet échec, donc, les 3 zigomards passent au classique. Le fusil, une valeur sûre. Une première exécution est programmée pour le 15 mars. Yoko est en voyage en République tchèque, excellent alibi. Arnaud Thévenin loue une voiture. Il arrive à Épagny dans la nuit. Il a avec lui une carabine 22 long rifle équipée d'un silencieux. Et il se planque dans le cabanon du jardin dans lequel il trouve une enveloppe que Monique lui a préparée. Une avance sur son contrat. 30 000 francs. 4 500 euros. Et il attend. Vers 5 heures, il voit Monique rentrer avec sa fille. Et 1 heure plus tard, voilà Freddy. Arnaud a le doigt sur la détente. Il va appuyer. « Papa! Papa !» C'est sa fille. Elle vient embrasser son père sur le palier de la maison. In extremis, Arnaud Thévenin parvient à dévier son tir. Et grâce au silencieux, Freddy ne s'aperçoit de rien. Incroyable épisode. Et là, il cherche la douille qu'il a tirée, par terre. Il la trouve pas. Tant pis, il prévient Yoko qu'il faut chercher la douille. Ils ont dû la trouver, puisque les gendarmes ne sont pas tombés dessus. Et donc, nouvelle tentative, le 5 avril. Et cette fois, c'est la bonne. Mais au fusil de chasse, et sans silencieux. Mission accomplie. Dans la foulée des aveux détaillés du légionnaire Thévenin, les gendarmes vont donc arrêter Monique et Joseph Michalek. Ils ont bien fait de se garder un peu de garde à vue. Comme la première fois, Joseph Michalek est calme. Mais cette fois, il est muet. Pas un mot. Mais les aveux d'Arnaud Thévenin suffisent à le mettre en examen et à l'envoyer au Niouf. Et Monique, maintenant? Eh ben, à l'écouter, c'est une sainte nitouche. Rien fait, rien vu. Les gendarmes se disent, laissons-la passer la nuit, elle va fatiguer, elle va craquer. Mais Monique est une habituée des boîtes de nuit. Elle n'est absolument pas fatiguée. Elle ne bouge pas d'un poil. Ce qui fait qu'à la fin de la garde à vue, les gendarmes à regret sont obligés de la laisser repartir. En se disant, tu paies rien pour attendre, ma cocotte. Michalek, resté muet en garde à vue, finit par craquer dans le bureau du juge d'instruction, après 3 semaines derrière les barreaux. Il avoue qu'il est le commanditaire du meurtre. Mais il couvre sa maîtresse, Monique. Elle n'était pas au courant. Et c'est tout l'enjeu de cette fin d'enquête. Est-ce qu'il dit vrai?
Ou est-ce que Monique était dans le coup? Une reconstitution est organisée dans la maison. Vous vous souvenez que Monique dit qu'au moment du crime, elle entend un bruit qu'elle prend pour un tremblement de terre. Je n'ai pas reconnu les coups de feu. C'est comme ça qu'elle justifie de mettre une demi-heure avant d'appeler les gendarmes. Et donc le juge d'instruction s'installe avec elle et son avocat dans la chambre. Et il fait tirer 4 coups de fusil par les gendarmes. Vous trouvez que ça ressemble à un tremblement de terre? Ben non, ça ressemble à des coups de feu. Monique nous prend pour des gens bons. Elle est donc à son tour mise en examen pour complicité d'assassinat et écrouée. Mais à nouveau interrogée, elle nie la scène de la grenouille, elle nie avoir déposé l'argent du contrat dans le cabanon du jardin, elle nie aussi avoir récupéré la douille après la première tentative de meurtre. La seule chose qu'elle consent à reconnaître, c'est que Joseph Michalek l'a mise au courant, mais pas avant le meurtre, après le meurtre, le 18 avril, 13 jours après. Pinocchio, la Lauve-Amour. La mère d'Arnaud Thévenin raconte aux gendarmes que quelques jours après le crime, une jeune fille est venue chez elle, une blonde d'environ 20 ans, qui lui a donné une enveloppe pour son fils, une enveloppe qui contenait de l'argent, le solde du contrat. Alors 20 ans, c'est pas Monique, hein. La chirurgie esthétique fait des miracles, mais il faut pas exagérer. C'est sa fille, c'est leur fille, Vélia. On trouve sur son compte en banque la trace de l'achat d'un billet de train aller-retour Annecy-Rouen. La fille, a posteriori, a participé à petite échelle, hein, à l'assassinat de son père. Elle s'explique là-dessus, bien sûr. Arnaud Thévenin menaçait ma mère. Il réclamait le solde de son contrat. Il menaçait de la buter et de tout balancer à la police. Et donc j'ai accepté d'aller porter moi-même l'argent qui restait à lui verser. Vélia sera donc au procès, aux côtés de sa mère, mais libre, poursuivie pour association de malfaiteurs. Et l'instruction identifie par ailleurs un autre complice, encore un légionnaire, qui devait donner un coup de main à Michalek, et qui a déclaré forfait sans dénoncer le projet de crime. Il sera donc jugé lui aussi. Le procès s'ouvre le 10 novembre 1999 devant la cour d'assises d'Annecy. L'enjeu principal, c'est Monique, qui a continué à nier d'un bout à l'autre. Elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Et Joseph Michalek prend 15 ans, comme le tueur, 15 ans aussi. Vélia, 3 ans avec sursis. Et le complice qui s'est dégonflé, 2 ans avec sursis. Le verdict met la Lauve-Amour de Haute-Savoie au cœur du projet criminel. Incroyable histoire que nous allons débriefer maintenant avec Maître Anne Delzan du barreau d'Annecy, qui a défendu dans ce dossier Joseph Michalek, dit Yoko, l'amant de Monique. Maître, ma première question est toute simple, mais j'ai besoin d'éclaircir ce point-là maintenant. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, du mobile de ce meurtre? Pourquoi est-ce que Madame Cavana et son amant font tuer Freddy au lieu de divorcer? C'est si simple de divorcer. Oui, vous avez raison, Christophe, c'est tellement simple de divorcer. Mais l'explication, en tout cas, de Joseph Michalek, c'était la peur, une peur très présente de la part d'Alfred Cavana, qui n'arrêtait pas de le suivre, qui faisait des menaces, et puis il avait peur du personnage. Donc on ne peut pas répondre à la question. Elle n'hérite pas de la boîte de nuit. Le motif n'est pas l'héritage. Non, pas d'héritage, pas d'argent. Ça, c'est une certitude. Je dirais, c'est difficile de parler à la place de Monique, puisqu'elle a toujours nié être liée à cet assassinat, et son amant, Joseph Michalek, l'a toujours mise hors de cause. Bon, donc c'est une mise en garde qu'on peut faire à ceux qui nous écoutent, divorcer plutôt que de tuer. Oui, jusqu'au bout du procès, votre client, son amant, a cherché à la protéger.
Jamais il ne l'implique. Jamais, que ce soit du début de la garde à vue, pendant toute la durée de l'instruction et pendant les 6 jours de procès. Finalement, c'est la gamine Velia, qui pourtant, semble-t-il, avait une relation assez fusionnelle avec sa mère, qui l'incrimine le plus, quand elle va verser ce solde du contrat à Thévenin. Oui, sans doute le solde du contrat, mais il y avait d'autres éléments, comme vous l'avez rappelé, la confrontation, la reconstitution, et le bruit des fusils. Il y avait certaines attitudes de sa part, le fait qu'il y avait aussi l'argent qu'elle avait déposé. Il y avait beaucoup d'éléments qui, mis les uns à côté des autres, ont certainement dû emporter la conviction des jurés. Mais il y a 20 ans, les jurés n'avaient pas l'obligation de justifier, de motiver leur décision. Le verdict la place au centre du projet criminel. Oui. Est-ce que c'est la conclusion à laquelle vous arrivez vous aussi, ou bien est-ce que vous êtes coincé par votre client qui ne l'implique pas? Moi, je défendais Joseph Michalek, comme vous l'avez dit, qui a été condamné à 15 ans, comme le tueur. Lui ne l'a jamais impliqué. Moi, je défendais uniquement Yoko Michalek. Monique Cavana avait de nombreux conseils qui ont pu la replacer à la place qu'ils estimaient. Mais bon, le jury en a déclaré autrement. Mais c'était l'élément central de l'audience. Qu'est-ce qui convainc les jurés qu'elle est au cœur de tout ça? Que c'est elle qui dit à Yoko « il faut me débarrasser de mon mari », que c'est elle qui sort l'argent, que c'est elle qui manipule tout le monde dans ce dossier? Déjà, elle avait accès à des informations sur quand est-ce qu'il rentrait, ses habitudes. Et elle a accès à pas mal de choses et sans elle, c'était difficile pour le tueur d'arriver un plan, tout simplement, quand ça se passe, parce que Joseph Michalek, il n'était pas invité chez les Cavana. Donc, il y a ça, et puis tout ce qui s'est passé après, comme vous l'avez rappelé, le solde, l'histoire de la grenouille, il y a aussi une histoire qui n'a pas abouti, celle du rohypnol, où il voulait également l'endormir pour faire croire à un suicide. Le rohypnol, c'est un somnifère très puissant. Exactement. Et je dirais que tous ces dispositifs, il fallait être sur place. Alors, il faut qu'on parle d'Arnaud Thévenin, maître d'Elzan. C'est un type absolument incroyable. Il assume tout dès les premières secondes de son interrogatoire chez les gendarmes. Et il laisse entendre qu'il ne veut pas mentir parce qu'il aurait presque des états d'âme. Oui, sans doute. C'est vrai qu'il est très bavard lors de sa garde à vue. Et peut-être aussi le respect vis-à-vis des gendarmes, par sa qualité de légionnaire, et personnalité incroyable, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un reportage à TF1 sur la Légion. Et il parlait dans ce reportage. Et puis une personnalité attachante de par son parcours également, qui sera dévoilée devant la cour d'assises. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un enfant battu. C'est un gamin qui a souffert le martyre toute son enfance et qui a trouvé refuge en quelque sorte dans la Légion. Ouais. Et pourtant une famille aisée de Rouen, il a effectivement trouvé un refuge, et l'expert psy dira même qu'en tuant Alfred Cavana, quelque part il tuait aussi l'image de son père, on allait assez loin. Mais très bavard sur moult détails, et d'ailleurs c'est de son audition que d'autres investigations vont être réalisées. On va découvrir le 3e légionnaire, on va découvrir Velia Cavana, c'est grâce à lui. Alors, celui qui était très attachant, pardon d'enchaîner comme ça, c'est votre client, Joseph Michalek. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est un ancien mannequin. Quand je dis que c'est un beau gosse, c'est un beau gosse, vous me confirmez? C'est vrai, non, je confirme. Grand, blond, les yeux verts. Alors mannequin, pas longtemps, surtout un grand sportif, hockeyeur dans son pays, la Tchécoslovaquie, et puis hockeyeur après sur Annecy, et après il est parti à la Légion, dont il désertera. Pourquoi est-ce qu'il déserte d'ailleurs de la Légion? Il déserte, il s'en va, il retourne pas à sa caserne, tout simplement. Il revient sur Annecy. C'était un ami de votre client, Arnaud Thévenin? Non, pas particulièrement. Comment est-ce qu'il le trouve? Comment est-ce qu'il le recrute? Parce qu'ils étaient ensemble à la Légion, tout simplement. Alors après, j'avoue que j'ai pas le souvenir de comment ils se sont retrouvés, mais ils étaient à un moment donné à la Légion. Est-ce que votre client a poursuivi sa
sa relation avec Lovamour après non, la pas condamnation? Du tout. Non, pas du tout. Déjà, ils n'étaient pas détenus ensemble, et puis il a eu là également un parcours complètement atypique, parce que c'était quelqu'un, mais tous alors dans leurs différences, mais des gens intelligents, des gens attachants, atypiques, même incroyables, même dans leur personnalité. Et Joseph Michalek est un exemple de réhabilitation carcérale, de par la formation qu'il a fait et qui lui a permis d'être exposé d'ailleurs à la Commission européenne d'un travail qu'il avait fait. Et puis après, donc il est sorti de prison, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, il est sorti de prison, bien sûr. Il a refait sa vie, s'est marié, voilà. Ils prennent 15 ans. Ça leur permet d'avoir une deuxième vie, comme vous venez de le raconter. Oui, bien sûr, parce qu'il est jeune. Mais c'est peu pour un assassinat. Assassinat, ils encouraient perpétuité. Bien sûr, je sais. Il était requis 20 ans contre Joseph Michalek et Arnaud Thévenin, et le jury a décidé 15 ans. En revanche, Monique, il était requis 10 ans. Et elle a pris ce qui était prévu. Elle a pris 10 ans, exactement. Mais c'est vrai, surtout un assassinat, vous le savez, dans vos affaires, la preuve de la préméditation est quelque chose de difficile. Mais nous, on le savait que ça avait duré 6 mois, cette préméditation. Les 3 tentatives créent la préméditation, c'est sûr. Bien sûr. La grenouille est une scène incroyable. Oui. On va terminer là-dessus. Mais ça donne à cette affaire un côté burlesque qui est étonnant quand même, parce que c'est un drame. Mais c'est pas le seul, le côté burlesque, parce que l'audience en elle-même, Monique Cavana était tellement atypique dans ses répliques, dans ses réflexions, mais c'est vrai que la grenouille, déjà c'est une belle grenouille, il y avait eu des investigations en Guyane de juges d'instruction. Effectivement, la grenouille est bien mortelle, je vous le confirme, mais pas à Paris. L'air de Paris ne convenait pas aux grenouilles d'Androbat. Et si on trouve encore plus ça rocambolesque, elle est venue en train, la grenouille. Oui, il l'a amenée en train. Oui. Thévenin la porte en train à Michalek. Exactement. Et Monique brosse la grenouille avec la brosse à dents. Oui. Tout le dossier était comme ça. Et puis je vous dis des personnalités attachantes. Et puis il y avait aussi, elle avait 48, je crois, et lui 28. Ça aussi, vous voyez, quand on... Un homme jeune avec une femme plus âgée, ça intrigue aussi. Je vous remercie beaucoup, Maître Delzan du barreau d'Annecy, d'avoir accepté de débriefer cette incroyable histoire qui remonte déjà à plus de 20 ans, le meurtre de Freddy Cavana en avril 1997 près d'Annecy, dans la région d'Annecy. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.